Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMizvot. Alors 25 Nissan 5785, commandement positif numéro 156. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'éliminer le levain de nos possessions le 14e jour du mois de Nissan. C'est ce qu'on nomme l'élimination du levain. En effet, l'Éternel l'a exprimé ainsi le jour précédent. Vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Nos maîtres l'appellent aussi biour, faire disparaître, c'est-à-dire faire disparaître le chametz, le vin. Nos sages, dans la Guémara Sanhédrin, on dit ce qui suit concernant le vin. On tombe simultanément sous le coup d'un commandement positif et d'un commandement négatif, pour l'ordre de faire disparaître tout le vin. Le commandement positif est renfermé dans les mots, vous ferez disparaître le vin de vos maisons. Et le commandement négatif dans ceci, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons. Les dispositifs relatifs à ce commandement ont été expliqués au début du traité Pessarim. Commandement négatif numéro 197. C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger du levain à Pessar. Elle est tirée du verset suivant, et que l'on ne mange point de pain levé. Il est clairement précisé que sa transgression intentionnelle est passible de retranchement, en ces termes, car celui-là serait retranché qui mangerait du pain levé. Et si c'est non volontaire, il faut apporter une offrande expiatoire fixe. Les détails relatifs à ce commandement sont expliqués dans le traité Pessarim. Commandement négatif numéro 198. Il est interdit de manger durant Pessar tout aliment contenant du levain, même si ce n'est pas du levain. Par exemple, l'assaisonnement babylonien et toutes sortes de mets semblables, ainsi qu'il est écrit. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée. La Meklita s'exprime ainsi. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée. Cela englobe l'assaisonnement babylonien, la bière mède et le vinaigre iduméen. On pourrait penser que celui qui consomme ces mélanges est également puni de retranchement. C'est pourquoi la Torah précise dans le verset et elle énonce cette sanction levain en conséquence. Cette peine n'est encourue que pour le levain pur et non pour un mélange contenant du levain. Pourquoi dès lors ces mélanges sont-ils mentionnés? C'est afin de nous enseigner que le fait d'en consommer constitue la violation d'un commandement négatif. Il est exprimé dans le Pessarim que bien que de tels aliments soient prohibés et qu'il soit interdit d'en manger, le fait d'en consommer n'entraîne la sanction de la bastonnade que s'ils contiennent proportionnellement le volume d'une olive de levain dans une quantité totale correspondant à un demi-miche de pain. En revanche, dans l'hypothèse où il y a moins, celui qui en mange n'encourt pas cette peine. Amen. 3 Prakim. Alors, 25 Nissan 5785, Sefer Zemanim, loi relative au Chametz et à la Matzah, chapitre 2. 1. Il est un commandement positif de la Torah d'éliminer le Chametz avant le temps où sa consommation devient interdite, comme il est dit. Le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et ils, les sages, ont appris par la tradition orale que ce premier jour correspond au 14e jour du mois de Nissan. Il en est une preuve du fait que le Chametz doit disparaître au moment où sa consommation devient interdite. À quel verset? Tu n'abattras pas sur le Chametz le sang de mon sacrifice. C'est-à-dire, ne fais pas l'abattage du sacrifice pascal alors que le Chametz existe encore. Or, l'abattage du sacrifice pascal se fait le 14e jour du mois de Nissan après la mi-journée. 2. Et qu'est-ce que cette élimination mentionnée dans la Torah? Elle consiste en ce qu'on l'annule dans son cœur, qu'on le considère comme poussière et qu'on décide dans son cœur qu'on n'a pas en aucune façon de Chametz en sa possession et qu'on décide de tout le Chametz qu'on a dans sa possession et comme la poussière est comme une chose qui n'est d'aucune utilité. 3. Il est un décret d'ordre rabbinique de rechercher le Chametz dans les caches et dans les trous et de vérifier et de le faire sortir de tout son domaine. Et de même, il est un décret d'ordre rabbinique que l'on vérifie, que l'on élimine le Chametz la nuit, au début de la nuit du 14e Nissan, à la lumière d'une bougie. On vérifie la nuit parce que la nuit, tout le monde se trouve dans les maisons, et on vérifie la nuit à la lumière d'une bougie parce que la lumière de la bougie est efficace pour la vérification. Et on ne fixe pas d'études publiques à la fin de la journée du 13e Nissan. Et de même, les sages ne commenceront pas à étudier à ce moment. Ces deux mesures ont été prises de peur que l'on ne se laisse entraîner dans l'étude et qu'on manque à la vérification du Chametz au début de son temps, du moment qui lui est fixé. 4. On ne vérifie ni à la lumière de la lune, ni à la lumière du soleil, ni à la lumière d'une torche, mais à la lumière d'une bougie.
Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour vérifier qu'il n'y a pas de Hametz dans les trous, il les cache. Mais pour le patio, qui est une ouverture sur la rue, dont l'exposition à la lumière est grande, s'il a vérifié à la lumière du soleil, cela lui suffit. Et le centre d'une cour ne nécessite pas de vérification du fait que les volatiles s'y trouvent et mangent tout le Hametz qui y tombe. 5. Un trou qui se trouve dans un mur qui fait la séparation entre un homme et son voisin, à la moitié de la hauteur de la maison. L'un vérifie jusqu'à l'endroit que sa main atteint et l'autre vérifie jusqu'à l'endroit que sa main atteint et le Hametz restant dans la partie du mur qui n'est atteinte d'aucun des deux. Chacun des deux, l'annule dans son cœur. Mais un trou situé dans un mur qui fait la séparation entre un juif et un non-juif, il ne le vérifie pas, de peur que le non-juif dise « le juif, fait de la sorcellerie contre moi ». Plutôt, il l'annule dans son cœur et cela lui suffit. Et tout lieu où l'on ne fait pas entrer de Hametz ne nécessite pas de vérification. 6. Les trous de la maison situés en bas ou en haut. Le toit de la maisonnette qui est en pente et qu'on ne peut pas utiliser, les tables, les poulaillers, le paillet, les réserves de vin et les réserves d'huile dont on ne se sert pas. Et les réserves de grands poissons ne nécessitent une vérification que si l'on la fait entrer du Hametz. Les réserves d'alcool et les réserves de vin dont on se sert, les réserves de petits poissons, les réserves de bois, les réserves de saumure, les trous de la maison situés à mi-hauteur et tout ce qui leur ressemble nécessite une vérification parce qu'on y fait entrer du Hametz. Et s'il sait dans ces derniers cas, de manière certaine qu'il n'y a pas fait entrer de Hametz, il n'a pas besoin de vérification. Et quand on vérifie la cave à vin, on en vérifie les deux rangées externes qui sont la rangée supérieure et celle qui lui est immédiatement inférieure. 7. On ne craint pas qu'une taupe ait traîné du Hametz vers un endroit où on ne fait pas entrer de Hametz, car si l'on craignait qu'elle transporte du Hametz d'une maison à une autre, on craindrait qu'elle transporte du Hametz d'une ville à une autre. Et cela n'a pas de fin. Si on l'a vérifié le soir du 14 Nissan, qu'on a laissé 10 pains et qu'on en a retrouvé 9, on craint qu'une taupe a déplacé le pain manquant. Et on doit vérifier une deuxième fois, car une taupe ou un rat a certainement traîné le pain manquant. 8. Et de même, si on a vu un rat entrer dans la maison avec du Hametz dans la bouche, après la vérification, on doit vérifier une deuxième fois, même si on a trouvé des miettes au milieu de la maison, on ne dit pas, le rat a déjà mangé ce pain à cet endroit et en voici les miettes. Mais on craint qu'il a posé le Hametz dans un trou ou une fenêtre et que ces miettes étaient déjà là avant qu'il ne rentre. Si on n'a rien trouvé, on vérifie toute la maison et on a trouvé le pain que le rat a pris et avec lequel il est rentré, on n'a plus besoin de vérifier. 9. Si on a vu un enfant entrer dans une maison, on vérifie un morceau de pain dans la main. Qu'on a entré derrière lui et qu'on a trouvé des miettes, on n'a pas besoin de vérifier car il a certainement mangé et ces miettes sont celles qui sont tombées au moment où il a mangé. On applique ce principe à l'enfant et pas au rat car il est dans l'habitude de l'enfant de laisser des miettes quand il mange et il n'est pas dans l'habitude du rat de laisser des miettes quand il mange. Et si on n'a pas du tout trouvé de miettes, il faut vérifier. 10. Si on a laissé 9 paquets de pain azim et un paquet de Hametz, qu'un rat est venu et qu'il a pris l'un des paquets, que l'on ne sait pas si c'est du Hametz ou du pain azim qu'il a pris, et qu'il est entré dans une maison vérifiée. Il faut vérifier la maison car tout l'ensemble des choses permises et interdites dont la position est fixe, dont se détache un élément, est considéré par la Torah comme composé d'une moitié de choses permises et d'une moitié de choses interdites. Quant à la détermination statistique de la nature de l'élément qui s'est détaché. 11. Si on est en présence de 2 paquets, l'un de Hametz et l'autre de pain azim et 2 maisons, l'une vérifiée et l'autre non, vérifiée, que sont venus 2 rats, l'un ayant pris le Hametz et l'autre le pain azim, et que l'on ne sait pas dans quelle maison est entré celui qui a pris le Hametz, et de même, si on est en présence de 2 maisons vérifiées, un paquet de Hametz qu'un rat est venu et a pris le Hametz, et que l'on ne sait pas dans quelle maison il est entré, ou bien que l'on sait dans quelle maison il est entré, qu'on y est entré derrière lui et qu'on n'a rien trouvé, et qu'on a vérifié et qu'on a trouvé un morceau de pain. Ou bien il y a 9 paquets de pain azim et un paquet de Hametz, qu'un d'entre eux s'est détaché sans que l'on sache si c'est du Hametz ou du pain azim, et qu'un rat est venu et a pris le morceau qui s'est détaché, et est entré dans une maison vérifiée. Dans tous ces cas, on n'a pas besoin de vérifier une deuxième fois, car il n'y a pas ici un ensemble de choses dont la position est fixe, dont se détache un élément interdit.
12. Si on a posé le Hametz dans un coin et qu'on en a trouvé dans un autre coin, si on a posé 9 pains et qu'on en a trouvé 10, ou si un rat est venu et a pris le Hametz et qu'on a un doute s'il est entré dans cette maison ou pas, dans tous ces cas, il faut vérifier. 13. Si un rat est entré dans une maison avec un morceau de pain dans sa bouche et qu'un rat en est sorti avec un morceau de pain dans sa bouche, on dit que le premier qui est entré est bien le dernier qui est sorti et on n'a pas besoin de vérifier. Si le premier qui est entré était noir et que celui qui est sorti était blanc, il faut vérifier. Si un rat est entré avec un morceau de pain dans sa bouche et qu'une taupe en est sortie avec un morceau de pain dans sa bouche, on a besoin de vérifier. Si une taupe est sortie avec un rat et un morceau de pain, est sorti avec un rat et un morceau de pain dans sa bouche, on n'a pas besoin de vérifier car on dit que ce morceau de pain qui est dans la bouche de la taupe est celui qui était dans la bouche du rat. Si un serpent est entré dans un trou avec du pain dans la bouche, on n'est pas obligé de faire venir un dompteur de serpent pour l'en faire sortir. 14. Si le volume d'une olive de Hametz se trouve au-dessus d'une poutre transversale, on oblige le propriétaire à amener une échelle pour le descendre, car parfois il peut tomber dessus de la poutre. S'il y a du Hametz dans une fosse, on ne l'oblige pas à l'en retirer, mais plutôt il l'annule dans son cœur et cela suffit. 15. Un bloc de levain dur qu'on a réservé pour s'asseoir dessus. Si on a enduit la surface d'argile, il est annulé, il n'a pas le statut de Hametz et il est permis de le laisser. Une pâte qui se trouve dans les fentes d'un baquet, s'il y en a le volume d'une olive à un endroit, il faut détruire le Hametz. Et sinon, si la pâte était posée pour renforcer les morceaux du baquet ou pour boucher un trou, il est annulé du fait de son caractère minoritaire. Et sinon, il faut détruire ce Hametz. S'il y avait dedans, dans le baquet, 2 fois la moitié du volume d'une olive en 2 endroits avec un fil de pâte entre eux, qui les rejoint, on regarde. Si les 2 morceaux suivent, lorsqu'on tire le fil, il faut détruire ce Hametz, sinon on n'a pas besoin de détruire. 16. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour du Hametz qui se trouve dans les fentes des parois d'un baquet. Mais pour du Hametz qui se trouve dans les fentes du mur d'une maison, même si les 2 morceaux ne suivent pas lorsqu'on tire le fil, on a le devoir de les détruire, parce que parfois on les ressemble en nettoyant la maison. S'il y avait la moitié du volume d'une olive dans la maison et la moitié du volume d'une olive à l'étage supérieur, la moitié du volume d'une olive dans la maison et la moitié du volume d'une olive dans le patio, la moitié du volume d'une olive dans une maison et la moitié du volume d'une olive dans une maison intérieure à cette dernière, puisque ces moitiés de volume d'une olive de Hametz sont collées au mur, aux poutres ou au sol. Il n'a pas le devoir de détruire, mais plutôt il annule dans son cœur et cela lui suffit. 17. Celui qui loue une maison le 14 Nissan, sans préciser si elle est vérifiée, cette maison est présumée vérifiée et le locataire n'a pas besoin de vérifier. Et si ce loueur est présumé comme n'ayant pas vérifié, qu'une femme ou un enfant ont dit « nous l'avons vérifié », on croit ces derniers car tous sont dignes de confiance pour ce qui est de la destruction du Hametz et tous sont aptes à vérifier, même les femmes, les esclaves et les mineurs, et ce à condition que le mineur ait la maturité d'esprit nécessaire pour vérifier. 18. Le propriétaire qui loue sa maison à son ami. Si le 14 Nissan est arrivé avant qu'il lui transmette la clé, c'est le loueur qui doit vérifier. Si le 14 Nissan est arrivé après qu'il lui ait transmis la clé, c'est le locataire qui doit vérifier. Le propriétaire qui loue sa maison avec la présomption qu'elle est vérifiée et elle se trouve non vérifiée, c'est le locataire qui doit vérifier. Et cela n'est pas considéré comme une transaction fondée sur une erreur. Et même dans les endroits où l'on se fait payer la vérification, car le locataire fait une misva. 19. Celui qui part en mer et celui qui part pour un long voyage. S'il part dans les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, il doit vérifier sa maison. Et s'il part avant les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, s'il n'a pas besoin de vérifier, s'il a l'intention de revenir chez lui avant Pessah, il doit vérifier sa maison et ensuite il partira de peur qu'il ne revienne la veille de Pessah dans le temps de Ben Hashemashot et qu'il n'ait pas le temps de détruire le Hametz. Et s'il n'a pas l'intention de revenir chez lui avant Pessah, il n'a pas besoin de vérifier. Et de même, celui qui a fait de sa maison un entrepôt, s'il le fait dans les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, il doit vérifier sa maison et seulement ensuite il fait entrer le contenu de son entrepôt. S'il le fait avant les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, c'est 2 choses l'une.
S'il a l'intention de le vider, cet entrepôt qui est devenu sa maison avant Pessah, il doit vérifier et seulement après en faire un entrepôt s'il n'a pas l'intention de le vider avant Pessah. Il n'a pas besoin de vérifier. Sefer Zemanim, loi relative au Hametz et à la Matzah, chapitre 3. 1. Lorsqu'un homme vérifie et recherche le Hametz, la nuit du 14 Nissan, il extrait le Hametz des trous, des cages, des coins, rassemble le tout et le pose dans un endroit jusqu'au début de la 6e heure relative du jour du 14 Nissan et alors il le détruit. Et s'il veut le détruire dans la nuit du 14 Nissan, il peut le détruire. 2. Le Hametz qu'il pose la nuit du 14 Nissan pour en manger le lendemain qu'à la 14e heure relative à la journée, il ne doit pas le laisser disperser et éparpiller partout, mais le garder dans un ustensile ou dans un coin bien connu. Et il y prendra garde, car il ne prendra pas garde et qu'il le retrouve manquant, il faut le rechercher et vérifier une autre fois, de peur que les rats l'ont traîné le Hametz quelque part dans la maison. 3. Si le 14 Nissan tombe un Shabbat, on vérifie l'élimination du le Hametz la nuit de la veille de Shabbat, jeudi soir, qui est la nuit du 13 Nissan. Et on garde du Hametz de quoi en manger jusqu'à la 4e heure relative du jour du Shabbat. Et on laisse dans un endroit caché, et le reste, on le détruit avant Shabbat. Et s'il reste du Hametz, le jour du Shabbat, après la 4e heure relative, on l'annule, on le recouvre en un ustensile, de crainte qu'on en consomme par mégarde jusqu'à la sortie de la première fête, et on le détruit. 4. Si on avait de nombreux morceaux de pain de terouma et qu'il faut la brûler la veille de Shabbat, on ne mélangera pas celle de la terouma qui est pure avec celle de la terouma qui est impure pour la brûler, mais plutôt on brûle celle qui est impure à part, celle qui est pure à part et celle qui est suspendue dont on a un doute quant à sa pureté ou son impureté à part. Et on garde une partie de celle qui est pure, seulement de quoi manger jusqu'à la 4e heure relative du jour du Shabbat. 5. Celui qui a oublié ou qui, volontairement, n'a pas vérifié sa maison. La nuit du 14 Nissan, vérifie sa maison le matin du 14. S'il n'a pas vérifié le matin du 14, il vérifie à l'heure de la destruction du Hametz. S'il n'a pas vérifié à l'heure de la destruction du Hametz, il vérifie pendant la fête. Si la fête est passée sans qu'il vérifie, il vérifie après la fête afin de détruire ce qu'il trouvera de Hametz qui a passé la fête, car il est interdit de tirer profit de ce dernier. 6. Lorsqu'on vérifie l'élimination le Hametz la nuit du 14 Nissan, ou dans la journée du 14, ou pendant la fête, on récite la bénédiction suivante, avant de vérifier. Béni, tu es éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a donné le commandement concernant la destruction du Hametz. Et puis vérifier, recherche dans tous les lieux où l'on fait entrer du Hametz, comme nous l'avons expliqué. Et si l'on a vérifié après la fête, on récite pas de bénédiction. Quand on termine la vérification, si on a vérifié la nuit du 14 Nissan, ou dans la journée du 14 avant la 6e heure, il faut annuler tout Hametz qui reste dans sa possession et qu'on ne voit pas, et on dira que tout Hametz qui est dans ma possession et que je n'ai pas vu soit annulé, soit considéré comme la poussière. Mais s'il a vérifié après le début de la 6e heure relative, il ne peut pas annuler le Hametz, car le Hametz n'est pas dans sa possession du fait qu'il est devenu interdit d'en profiter. 8. C'est pourquoi, s'il n'a pas annulé le Hametz avant 6 heures relatives de la journée du 14 Nissan, et qu'il a trouvé après la 6e heure relative du Hametz dont il avait connaissance et qui était connu dans son cœur, qu'il a oublié au moment de la destruction et qui n'a pas détruit, il a transgressé les interdictions exprimées par « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé ». Car il n'y a ni détruit ni annulé le Hametz, et l'annulation à présent ne lui sert plus à rien puisque le Hametz n'est plus dans sa possession du fait de l'interdiction d'en tirer profit. Il transgresse néanmoins les interdits liés à la possession du Hametz du fait que le verset les considérait ce Hametz comme s'il était dans sa possession pour le rendre coupable d'avoir transgressé les interdictions exprimées par « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé ». Il a le devoir de le détruire à chaque fois qu'il en trouvera. Et s'il en trouve pendant un jour de fête, il le recouvre d'un ustensile de crainte qu'on en consomme par mégarde jusqu'au soir, à la sortie de la fête, et il le détruit. Ce Hametz est une chose consacrée au temple, il n'a pas besoin de le recouvrir d'un ustensile car tous s'éloignent de lui du fait de son caractère consacré. Il n'a pas lieu de craindre qu'on en consomme. 9. Celui qui est sorti de sa maison avant l'heure de la destruction du Hametz, pour faire une misva ou pour un repas, il y a une misva. Par exemple, un repas de roussine ou de mariage,
puis s'est rappelé qu'il a du Hametz dans sa maison, s'il a le temps de revenir à sa maison, de détruire et de retourner à la réalisation de sa mitzvah. Il revient chez lui détruire le Hametz, sinon il annule le Hametz dans son cœur. S'il est sorti pour sauver quelqu'un des mains de la milice, de la noyade, du fleuve, de l'incendie ou de l'éboulement, il annule tous les cas de le Hametz et cela lui suffit. S'il est sorti pour lui-même et qu'il s'est rappelé qu'il a du Hametz dans sa maison, il retourne immédiatement. Et pour quelle quantité de Hametz il retourne? Pour le volume d'un œuf ou plus de Hametz. S'il s'agissait de moins que le volume d'un œuf, il annule dans son cœur et cela lui suffit. 10. Celui qui a laissé une pâte pétrée dans sa maison, puis est sorti et s'est rappelé après être sorti alors qu'il est assis devant son maître et qu'il craint qu'elle, la pâte, se fermente avant qu'il n'arrive, il l'annule dans son cœur avant qu'elle ne fermente. Mais si elle a déjà fermenté, l'annulation ne sert à rien. Il a déjà transgressé les interdictions exprimées par « il ne sera pas vu, il ne sera pas trouvé ». Il a le devoir de détruire ce Hametz immédiatement dès qu'il retourne dans sa maison. 11. Comment se fait la destruction du Hametz? On le brûle, ou bien on l'émiette et on le jette au vent, ou on le jette à la mer. Et si c'était du Hametz et dur que la mer ne détruit pas rapidement, on l'émiette et ensuite on le jette à la mer. Le Hametz sur lequel est tombé un éboulement et sur lequel se trouve une hauteur de 3 tépharim ou plus de poussière, le Hametz est considéré comme détruit, il faut l'annuler dans son cœur si la 6e heure n'est pas encore commencée. Et si on a donné le Hametz à un non-juif avant la 6e heure, on n'a pas besoin de détruire. Et si on l'a brûlé avant la 6e heure, on a le droit de tirer profit des braises pendant Pessah. Mais si on l'a brûlé après la 6e heure, du fait qu'il est interdit d'en tirer profit, on n'allumera pas avec un tanour ou un four. Et on n'en s'en servira pas de braise pour cuire dans un four ou pour cuire dans une marmite. Et si ça en est servi pour cuire dans un four ou pour cuire dans une marmite, il est interdit de tirer profit de ce pain ou de ce plat qu'il y a été cuit. Et de même, il est interdit de tirer profit de ces braises puisqu'il a brûlé sur un mètre qui est devenu braise après qu'il soit devenu interdit d'en tirer profit. C'est faire les émanim, loi relative au Hametz et la Matzah, chapitre 4. 1. Il est écrit dans la Torah, il ne te sera pas vu de Hametz, se pourrait-il, du fait de la restriction signifiée par les mots vu et il ne te, que si on l'a enfoui sous terre ou laissé en dépôt chez un non-juif que l'on ne transgresse pas l'interdiction de posséder du Hametz. Un autre verset nous apprend, du levain ne sera pas trouvé dans vos maisons. L'expression ne sera pas trouvée, signifiant que la possession du Hametz est interdite, même si on l'a laissé en dépôt et enfoui sous la terre. Se pourrait-il du fait de la restriction signifiée par l'expression vos maisons, que l'on ne transgresse l'interdiction de posséder du Hametz que si le Hametz se trouve dans notre maison, dans le champ ou dans une autre ville, tandis que si le Hametz se trouve loin de nos maisons, on ne transgresse pas l'interdiction de posséder du Hametz. Un autre verset nous apprend, il ne sera pas vu de Hametz dans toutes tes limites. Ce terme général frontière qui signifie dans toutes tes propriétés. Se pourrait-il, du fait de l'aspect générique de ce terme, qu'il faille détruire de sa propriété le Hametz d'un non-juif ou celui qui est consacré au temple? Le verset nous apprend, il te sera pas vu de Hametz, l'expression il ne te sera pas vu, signifiant que tu n'as pas le droit de voir au sens avoir chez soi, celui, le Hametz qui t'appartient, mais tu as le droit de voir au sens avoir chez soi, celui, le Hametz qui appartient aux autres, aux non-juifs, et celui qui est consacré. 2. Tu as donc appris que le Hametz d'un juif, s'il a laissé dans sa propriété, même s'il est enfoui sous la terre, même s'il se trouve dans une autre ville, et même s'il a été laissé en dépôt chez un non-juif, le propriétaire de ce Hametz transgresse les interdictions exprimées par il ne sera pas vu et il ne sera pas trouvé. Le Hametz consacré au temple, ou d'un non-juif, ou qui se trouvait chez un juif, même s'il se trouvait dans sa maison près de lui, cela est permis parce que le Hametz ne lui appartient pas aux juifs. Et même si le Hametz appartenait à un guerre Toshav, qui est sous la domination du peuple d'Israël, on ne l'oblige pas, le juif chez lequel ce Hametz est déposé, à le sortir de son domaine pour Pessah. Mais il faut faire devant le Hametz d'un non-juif une paroi haute de 10 tépharim de peur qu'il en arrive à s'en servir du Hametz. Mais il n'est pas nécessaire de faire une paroi devant celui, le Hametz, qui est consacré, car tous s'en éloignent afin de ne pas en arriver à tirer profit d'une chose consacrée.
3. Un non-juif qui a laissé en dépôt son hametz chez un juif. Si le juif a accepté la responsabilité et s'est engagé à en payer la valeur, si le hametz se perd ou est volé, le juif a le devoir de le détruire. Le hametz, puisqu'il a accepté la responsabilité, ce hametz est considéré comme sien. Et s'il n'a pas accepté la responsabilité, il a le droit de le garder chez lui et il a le droit d'en manger après Pessah, car le hametz est la propriété du non-juif. 4. Un non-juif un non-juif puissant qui a laissé en dépôt son hametz chez un juif, si le juif sait que si le hametz se perd ou est volé, le non-juif l'obligera à le rembourser, le fera payer de force. Même si le juif n'a pas accepté la responsabilité, il a le devoir de le détruire, car le hametz est considéré comme s'il lui appartenait du fait que le non-juif puissant lui impose implicitement d'accepter la responsabilité. 5. Un juif qui a laissé en gage son hametz chez un non-juif. Si le juif lui a dit au non-juif, si d'ici tel jour je ne t'ai pas trouvé les pièces, tu acquerras ce hametz rétroactivement dès maintenant. Ce hametz est considéré comme la propriété du non-juif, il est permis d'en tirer profit après Pessah. Ceci à condition que ce temps qu'il a fixé comme limite de son remboursement se situe avant Pessah. Et s'il ne lui a pas dit « tu acquerras ce hametz rétroactivement dès maintenant », il aurait su que ce hametz est considéré comme s'il était laissé en dépôt chez les non-juifs, il est interdit d'en tirer profit après Pessah. 6. Si un juif et un non-juif arrivent en bateau de retour de voyage, alors que le juif a dans sa possession du hametz et qu'est arrivé la cinquième heure relative du 14 Nissan, heure à laquelle, par décret rabbinique, on ne peut plus consommer de hametz, mais on peut en tirer profit et donc s'en déposséder. Et le juif le vend, le hametz au non-juif ou le lui donne en cadeau. Puis il peut le lui reprendre par rachat après la fête de Pessah. Ceci, faire don du hametz au non-juif pour éviter de transgresser l'interdiction de posséder du hametz n'est possible qu'à condition qu'il lui en fasse don sans condition. 7. Un juif peut dire avant la 5e heure de la veille de Pessah à un non-juif, au lieu d'acheter pour un mané de hametz, viens et achète pour 2 manés de hametz, c'est-à-dire une quantité plus importante. De même, il peut dire à ce moment au non-juif, au lieu d'acheter du hametz à un non-juif, viens et achète le hametz d'un juif, c'est-à-dire le mien. Je te le rachèterai peut-être après Pessah. Par contre, le juif ne pourra pas vendre ni donner le hametz à un non-juif en posant une condition dont la réalisation pendant Pessah conditionne la validité de la vente. Et s'il l'a fait, il transgresse les interdictions exprimées par « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé », car la vente n'est effective que lorsque la condition est réalisée. 8. Si l'on possède pendant Pessah un mélange contenant du hametz, on transgresse pour lui les interdictions exprimées par « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé ». Par exemple, si l'on possède la saumure du koutar, sauce à base du petit lait, du coton de pain et de sel babylonien, de l'alcool de Mède, qui sont faits à base de farine. Et de même pour tout aliment qui leur est semblable. Par contre, une chose qui contient du hametz et qui n'est pas mangeable, il est permis de la garder dans sa possession pendant Pessah. 9. Comment cela s'applique-t-il? La cuve des tanneurs dans laquelle on a mis de la farine et des pots pour les travailler. Même si on y a mis 1 heure avant l'heure de la destruction du hametz, il est permis de la garder dans sa possession. Et si on n'a pas mis les pots, mais qu'on y a mis la farine, plus de 3 jours avant l'heure de la destruction du hametz, il est permis de le garder dans sa possession, car le hametz s'est déjà détérioré et décomposé. Mais si on a mis la farine dans la cuve sans mettre les pots dans les 3 jours précédant l'heure de la destruction du hametz, on a le devoir de détruire ce hametz, car il n'est pas encore décomposé. 10. Et de même, un collier, une compresse, un emplâtre ou un tiriac dans lesquels on a mis une substance hametz. Il est permis de les garder dans sa possession car la forme du hametz s'est décomposée. 11. Le pain lui-même qui a pourri et qui n'est plus mangeable par un chien. Et le pansement qui a pourri, on n'a plus besoin de les détruire. Les vêtements que l'on a lavés avec de l'amidon de blé et de même les parchemins qu'on a collés avec de la colle faite à base de hametz et tout ce qui leur ressemble, il est permis de les garder dans sa possession pendant Pessah et il n'y a pas à leur propos le principe d'interdiction exprimé par les versets « il ne sera pas vu et il ne sera pas trouvé » car pour ces substances, la forme du hametz ne reste pas et elle n'est plus mangeable par un chien. 12. Une substance dans laquelle s'est mélangé du hametz et qui ne fait pas partie de ce qui est mangé par un homme
ou qui n'est pas mangeable par tous les hommes, comme le thériaque et ce qui lui ressemble. Bien qu'il soit permis de la garder dans sa possession, il est interdit de la manger après Pessah. Même si elle ne contient qu'une infime quantité de ramès, il est interdit de la manger. Amen.